Bonjour à tous et bienvenue sur ce direct. Aujourd'hui, nous allons aborder la prévention du suicide et parler du programme national Vigilance avec nos deux invités, le docteur Jean-Marc Henry, chef de service de l'accueil des urgences psychiatriques de l'hôpital de la Timone et responsable du dispositif Vigilance en région PACA. Bonjour. Bonjour. Et le docteur David Soffer, pédopsychiatre et directeur du réseau ASMA, l'association Suicide et Mal-être de l'adolescent. Bonjour et merci à tous les deux d'être là. Bonjour. Avant de laisser la parole à nos abonnés, pourriez-vous nous faire un bref état des lieux du suicide en France et en particulier dans la région PACA? Oui, bien sûr, bien volontiers. Vous savez que le suicide est une grande préoccupation mondiale, puisque l'OMS appelle ça l'épidémie invisible. Ça tue tous les ans plus que les conflits internationaux. En France, on compte 9000 personnes qui décèdent tous les ans d'un suicide. C'est 3 fois plus que les accidents de la route. Il y a, au-delà de ça, évidemment, toutes les personnes qui souffrent au point de tenter de le faire, les tentatives de suicide qui représentent sur le territoire national environ 200 000 personnes. Le suicide, c'est 2% des causes de mortalité dans la population française. La région PACA n'est pas épargnée par ce drame, même si elle est un petit peu en deçà de la moyenne nationale. C'est une préoccupation qui nous anime constamment parce que on sait qu'au-delà du drame personnel, le suicide, sa prévalence varie en fonction de l'organisation des sociétés, en fonction de l'offre de soins, et que, par exemple, en Europe, on n'est pas des très bons élèves sur cette question de la prévention du suicide. Donc il faut qu'on s'y attelle et qu'on y travaille toujours. Jean-Marc, donc on nous pose des questions. Qu'est-ce que le programme Vigilance ? Alors le programme Vigilance, c'est un programme qui s'adresse aux personnes qui ont déjà fait une tentative de suicide de façon à limiter le risque de survenue d'une nouvelle tentative de suicide, voire d'un suicide complété. Donc on sait que les personnes qui ont déjà fait une tentative de suicide sont des personnes qui sont vulnérables, qui sont à risque de recommencer une tentative de suicide. Ce risque, il existe particulièrement dans les semaines et les mois qui suivent cette tentative de suicide. Il perdure toute la vie entière, mais il est maximum dans les premiers mois. Et donc, le programme Vigilance est un programme de veille qui vise à diminuer cette récidive suicidaire précoce. Alors d'où ça vient? Ça nous vient des États-Unis, d'un de nos confrères, Jérôme Motto, qui est un psychiatre américain, et qui avait rencontré des gens nombreux qui avaient fait des tentatives de suicide ou étaient à haut risque de le faire, et qui refusaient absolument tous les soins qu'on leur proposait. Et il a eu cette idée d'une veille, d'une attention particulière à ces personnes-là, après qu'une de ses patientes lui a raconté qu'au fond, elle était allée avec un projet suicidaire sur un pont, et elle s'était dit, au fond, si je croise quelqu'un qui me suicide pendant le trajet, qui me sourit, pardon, je renoncerai à ce projet. Et évidemment, cette histoire marquante lui a fait proposer auprès de ces personnes-là une veille très simple. Il s'agissait de se manifester, prenant acte du fait qu'un des déterminants du suicide, c'est au fond se sentir isolé, déconnecté, sans liens sociaux. Ce qu'on appelle la menace des appartenances, le sentiment d'être un poids pour autrui, sont des déterminants importants. Donc montrer qu'on compte pour quelqu'un, c'est sans doute un petit geste, mais un geste important. Et donc dans son étude, il envoyait des cartes postales manuscrites à ces personnes. Il a fait ça pendant 4 ans et il s'est rendu compte qu'il y avait une diminution du taux de suicide important. Donc Vigilance se base là-dessus et reprend contact avec ces personnes donc dans les suites d'une tentative de suicide, à la fois par téléphone, mais aussi en leur envoyant des cartes postales, soit qu'on n'arrive pas à les joindre au téléphone, soit qu'on les sente pas très en forme. Et je peux peut-être montrer ces petites cartes postales. Donc j'en profite pour remercier Monsieur Plantu qui nous a chaleureusement aidés pour nous créer des cartes postales. Voilà. Et il est bien évident que, au travers de ces entretiens téléphoniques qui visent à se manifester auprès des personnes,
C'est aussi de leur état de santé et du risque suicidaire qu'il est question, de leur insertion dans un dispositif de soins. Donc voilà, ce programme est un programme qui débute. Il a débuté en région PACA et particulièrement sur le département 13 et 05 à partir du 1er janvier. Il a vocation à se déployer sur le territoire de la région, probablement en 2022, mais très rapidement. Bon, moi je vais compléter quand même, puisque tu m'as fait l'honneur de venir te rejoindre et t'accompagner, parce qu'effectivement ASMA c'est un dispositif qui est antérieur à Vigilance, mais qui s'adresse aux adolescents de moins de 18 ans, qui avait vocation au départ à essayer d'organiser les soins aux adolescents qui passaient aux urgences et qui avaient fait une tentative de suicide. Et puis, en fait, c'est un dispositif qui a compris, enfin avec le temps, on s'est rendu compte qu'effectivement, une des actions importantes que l'on faisait était de rappeler régulièrement et l'adolescent et son entourage familial, et que sans doute c'était cette action qui nous paraissait finalement que l'on faisait plus pour des questions d'organisation. Elle devait sans doute avoir un impact bien plus important qu'on l'imagine sur le risque de récidive suicidaire. Donc effectivement, on s'est rejoint, enfin certains d'ailleurs à la séance publique, parce que le dispositif ASMA a été créé à partir de la volonté de Jean-Luc Jouve, qui était professeur des urgences. C'est l'occasion pour moi de le remercier. C'était en 2002, donc c'était il y a quelques années. Et il y avait une volonté d'organiser quelque chose. Donc c'est un dispositif qui est extérieur à la séance publique, mais qui est en étroite collaboration depuis de nombreuses années avec la séance publique. Et donc évidemment, naturellement, quand Vigilance a été déployé, on s'est rapprochés, on se connaissait déjà depuis longtemps, et on essaie de coordonner notre travail, sachant que Vigilance dans PACA, Bouches-du-Rhône s'occupe des adultes de plus de 18 ans, et que vous nous confiez la charge du dispositif de recontact des adolescents de moins de 18 ans. Voilà comment. Alors c'est l'occasion d'essayer de répondre à cette question. Comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne grâce essentiellement à nos vigilanceuses, qui sont des infirmières ou des psychologues. Je mets ça au pluriel parce qu'elles vont être plurielles bientôt, mais pour le moment il n'y en a qu'une. Qui ont une expérience donc dans la crise suicidaire, dans cette question de la prévention du suicide, de la reconnaissance du risque suicidaire, de la connaissance du réseau de soins, qui donc, quand elles ont une personne au téléphone, peuvent l'orienter au mieux en fonction de ses besoins et répondre aux problématiques soulevées pendant les entretiens. Après, c'est un dispositif assez simple, oui. Simple en apparence, qui ne vient pas en rivalité avec les autres formes de soins. C'est quelque chose en plus, donc qui n'est pas en concurrence, qui ne vient pas à la place, en lieu d'eux, mais qui est en plus, qui est très bien toléré par les personnes qui sont souvent assez contentes qu'on les rappelle, assez accueillantes. Voilà, et l'idée c'est que ça fonctionne pendant 6 mois, et puis qu'après 6 mois, la crise normalement doit être passée, et notre travail continue avec d'autres personnes. Encore, je vais compléter, parce que chez les adolescents, on a un parti pris qui est un peu différent. Le principe c'est le même, c'est de la veille. Après, pour l'instant en tout cas, on rappelle un peu plus que vous, pour les adultes. On rappelle sans doute plus parce qu'on doit aussi prendre contact avec les familles. En tout cas, l'adulte qui est responsable. Ça peut être aussi la structure d'accueil quand c'est un adolescent qui est en foyer ou en internat. Enfin, on essaie de rester en contact avec... Et puis, on est aussi peut-être un peu plus... proactif sur l'idée qu'il est souhaitable que l'adolescent essaye de s'inscrire dans le projet de soins qui a été
organisé au moment de son passage à l'hôpital. Et ça, alors parfois les familles sont complètement perdues, elles ont besoin d'être étayées, et donc on joue ce rôle-là pour les aider à s'organiser, à réfléchir, à comprendre ce qui leur a été proposé, parce que parfois ils ont reçu plein d'informations, elles ne comprennent pas forcément comment ça se passe, vers qui aller, où prendre le rendez-vous, à qui s'adresser, etc. Donc on les accompagne au début, mais comme vous, on est très attentif aux premiers mois, aux 3 premiers mois, et puis on espace et on s'arrête aujourd'hui à 9 mois. Peut-être on envisage de s'arrêter même un peu plus tôt et de rejoindre l'idée générale de vigilance, de faire un recontact sur 6 mois. Peut-être préciser quelque chose sur comment ça fonctionne, comment on rentre dans le dispositif. Donc, l'entrée dans le dispositif, c'est une tentative de suicide. Et le dispositif est proposé par les médecins qui prennent en charge cette tentative de suicide, très généralement quand même les services d'urgence des hôpitaux qui reçoivent ces personnes. Et à cette occasion-là, donc, on leur explique le dispositif, on leur met une petite carte avec un numéro vert, parce qu'au-delà de la veille active qu'on propose, on rappelle, ces personnes bénéficient d'un numéro vert qui peuvent appeler. Alors c'est pas un numéro d'urgence, c'est ouvert de 10h à 18h du lundi au vendredi, et qui tombe donc sur l'équipe des vigilanceurs, entre guillemets, qui sont ces personnes compétentes et prévues pour cet accompagnement-là. Donc c'est pas un numéro vert SOS Suicide, c'est pas un numéro qui est diffusé en population générale, mais c'est vraiment... On l'attend celui-là, il va arriver. Il va arriver, mais ce numéro-là est vraiment... pour ce public très identifié, des personnes ayant récemment commis une tentative de suicide. En général, on essaye de les inclure dans le dispositif dans les 8 jours qui suivent la tentative. Chez l'enfant, c'est pareil. Chez l'adolescent, c'est-à-dire qu'ils passent par les urgences, ils sont repérés aux urgences. Alors la particularité, c'est que chez l'enfant, l'adolescent, le plus souvent, dans la grande majorité des cas, ils sont hospitalisés. Donc c'est plutôt nos collègues en pédiatrie qui nous contactent. Mais on peut être parfois contacté par des médecins de ville parce qu'un adolescent a été amené par ses parents alors qu'il avait fait une tentative de suicide, qui n'a pas incité la famille à tout de suite aller aux urgences, ce qui n'est pas à faire. Il faut quand même rappeler que si on a un adolescent ou un enfant qui a avalé des médicaments, il est quand même préférable d'aller, si possible, vers un lieu d'urgence, parce que on ne sait pas vraiment ce qu'il a avalé, pas forcément si c'est dangereux, pas dangereux, et parfois il sous-estime ou il surestime. Enfin, dans tous les cas, il faut qu'il soit évalué dans de bonnes conditions, et ça ne peut se faire, à mon avis, qu'à l'hôpital. C'est pas seulement, à mon avis, c'est les recommandations quand même. Alors, bon, cela dit, parfois les familles vont chez le médecin généraliste, et le généraliste va, ou le pédiatre, va nous alerter, et on va proposer ce dispositif de veille, parce que toute la question, c'est après, selon le parcours de soins, comment il va être organisé, on va rester un contact aussi pour l'adolescent. Chez Asma, contrairement à Vigilance, on travaille aussi beaucoup depuis maintenant 2-3 ans avec les SMS, évidemment, parce que les adolescents, ils adorent les SMS. Et donc, on a un système où on peut communiquer avec eux par SMS. Voilà, c'est un moyen de contact supplémentaire. Mais on utilise la carte postale et ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup, oui. La carte postale, elle plaît beaucoup aux adolescents aussi. Donc, une autre question, quel est le bénéfice pour les personnes touchées ? Oui, c'est vraiment la question centrale. Et donc c'est une question pour laquelle on commence à avoir des réponses, puisque le dispositif Vigilance a été déployé sur le territoire national depuis 2015, sous l'impulsion de Guillaume Veyvac, un psychiatre de Lille, qui a mis en place, inventé ce dispositif. Et donc depuis 2015, on commence à avoir des retours intéressants. On s'attend à avoir une mortalité, donc chez les gens qui font partie, qui rentrent dans le dispositif,
Normalement, on a 1% malheureusement des personnes qui ont fait une tentative de suicide qui vont mourir dans l'année d'un suicide. Et pour les gens qui rentrent dans ce dispositif, on serait en dessous de 0,5%. Donc on a quand même un gain probablement de l'ordre de 50% pour les gens qui bénéficient de ce dispositif. Au-delà du fait d'être intégré dans le dispositif vigilance lui-même, si on regarde ce qui se passe au niveau d'un territoire, dès lors que le programme vigilance est déployé, on observe sur ce territoire-là une diminution du nombre de suicides d'environ 10%. Ce qui s'explique probablement parce que, au-delà de vigilance, il se passe des choses comme ce qu'on est en train de faire. On discute, on sensibilise, on discute du suicide, on essaye de faire sortir les personnes de leur isolement, de favoriser l'accès aux soins. On mobilise les médecins généralistes, les acteurs de terrain, et donc par ce biais-là, on crée un maillage peut-être un peu plus fin pour aider ces personnes. Donc on est quand même dans des dispositions de prévention qui semblent, c'est un dispositif qui est débutant, qui va s'adapter, évoluer, mais les premiers résultats sont très encourageants. Alors moi je te confirme, parce que chez l'adolescent, on a des données, qui sont relativement anciennes, et on voit bien que depuis des années, depuis que ce travail est fait de manière régulière, les adolescents qui sont dans notre file active, qui passent par le dispositif asthma, ils sont beaucoup moins à récidiver. Alors on n'a pas le nombre de suicides, sachant que l'adolescent, heureusement, se suicide peu. Mais par contre, ce qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est évaluer si le fait d'avoir moins de TS à l'adolescence, ça a une incidence réelle sur le nombre de suicides à l'âge adulte. Et c'est un peu notre espoir. Sinon, voilà. Donc, mais tu as raison sur aussi la communication. C'est-à-dire que moi, j'ai vu les pratiques complètement se transformer au niveau des professionnels, à l'école, dans les structures d'accueil, les infirmières scolaires. Le rapport à cette question s'est transformé, les effets de la communication sont là et les gens en parlent plus facilement, les acteurs sont plus attentifs, utilisent les éléments d'information qu'on leur donne et sont plus sensibles à ces questions-là, donc forcément ça a un impact et c'est sûr que ça explique aussi cette diminution sensible mais très nette du nombre de suicides sur un territoire. Oui, et puis c'est valable pour les tentatives de suicide. Il semblerait que dès lors que le dispositif pénètre suffisamment la population cible, on peut observer des diminutions de 30 à 40% du nombre de passages aux urgences pour une tentative de suicide. Donc, ce qui est cohérent avec les chiffres sur le suicide. Alors, est-ce que ce dispositif s'adresse aussi aux familles et aux proches ? Alors, pas vraiment, si ce n'est que, évidemment, quand quelqu'un va mal, on lui demande sur qui il peut s'appuyer. Et les aidants naturels, ce sont les proches. Donc, on lui demande éventuellement l'autorisation de se mettre en rapport avec eux, si on a l'impression qu'il y a une détresse qui est telle, qui nécessite une action. Donc même si les proches ne sont pas la cible principale et nos interlocuteurs naturels, ce sont des personnes ressources absolument précieuses dans cette question du suicide. Alors, chez l'adolescent, c'est effectivement, évidemment, un peu plus important, parce que, comme je le disais, les proches sont en contact aussi avec asthma. Ne serait-ce que parce que sinon les parents n'accepteraient sans doute pas, et à raison qu'on puisse appeler comme ça leur enfant sans qu'ils en soient prévenus, sans qu'ils aient compris pourquoi. Donc on est évidemment en lien avec eux au début, et puis on a pu se rendre compte qu'un certain nombre d'entre eux avaient tendance aussi à nous solliciter parce qu'ils étaient en difficulté à un moment ou à un autre dans la période qui suit le passage à l'acte. Et donc, oui, pour asthma, on a effectivement tendance à travailler sans doute un peu plus que vous avec les proches. Mais par nature,
On doit tenir compte de l'écosystème et les parents sont une partie importante de l'écosystème du patient. Donc, alors, comment les patients sont-ils suivis? Ça, c'est une bonne question. Parce que... Alors, les patients sont suivis comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça n'est pas un dispositif de soins qui vient se substituer. Il ne faut surtout pas que ce soit ça. Voilà. C'est un dispositif supplémentaire de veille. C'est une attention particulière, singulière, qui semble efficace. Jérôme Motto, l'initiateur de ce genre de stratégie de prévention, avait montré que c'était efficace chez les gens qui n'étaient pas suivis, qui refusaient tous les soins. Et depuis, il y a eu d'autres études qui montrent que c'est aussi efficace chez des gens qui bénéficient déjà d'un suivi. Mais pour vigilance, voilà, les gens sont suivis comme ils le souhaitent, comme ça a pu être contractualisé après une tentative de suicide avec les collègues. Comme ils le peuvent aussi parfois. Comme ils le peuvent parfois. Mais voilà, ce suivi, cette veille ne se substitue pas à un suivi médical. Moi, je compléterai parce que j'ai tendance à dire, quand on pose la question, attention, ils ne sont pas suivis à Asma. Asma ne suit pas les adolescents. Asma ne fait que, et en même temps c'est très important, encourager le suivi, le soin, essayer parfois de le coordonner ou d'aider à l'organiser, tout en étant très respectueux des organisations en place, en fonction des territoires, de ce qui a été proposé par les équipes de soins, de terrain, parce que nous on n'était pas là au moment de l'admission, au niveau de l'hôpital, des urgences, et donc c'est les collègues qui ont reçu le patient qui sont les plus à même de proposer telle ou telle orientation. Donc on la respecte et on essaie de la soutenir et d'essayer de voir comment elle a été pensée pour aider les familles à s'y retrouver. Donc, mais on ne fait pas de suivi, effectivement, c'est important. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendu. On ne peut pas nous appeler pour nous dire j'ai un adolescent qui a fait une tentative de suicide, est-ce que vous pouvez vous en occuper? Non, on peut vous aider à s'en occuper, essayer de trouver les bonnes, taper aux bonnes portes, mais ce n'est pas nous qui allons directement nous en occuper. Alors, comment vous contacter? Alors, on ne peut pas nous contacter comme ça. Ah ouais. Et oui, il faut malheureusement, on arrive un peu trop tard, penseront certains, mais on arrive après une tentative de suicide et on veut éviter la suivante. Et donc, au fond, on ne nous contacte pas spontanément, c'est lors d'un passage aux urgences, après une tentative de suicide, qu'on remet une carte avec un numéro vert qui permet effectivement de nous contacter. Et dans ce même temps, on écrit aux généralistes, aux psychiatres si elle existe, et on prévient de l'inclusion dans le dispositif, et on donne un numéro pour les professionnels de santé dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que ça c'est pas une hotline, que ce soit pour les professionnels ou le grand public. Ça va arriver, mais c'est vraiment notre public et nos efforts se concentrent sur ces personnes ayant réalisé une tentative de suicide. Bon, là-dessus, on est vraiment sur exactement sur la même dynamique. Alors, on a un site, on peut éventuellement nous contacter, mais en fait, souvent, quand ça arrive, on explique à nos interlocuteurs qu'il faut aller vers les dispositifs de soins et que nous, après, on va pouvoir, en fonction de la situation, intervenir. Mais oui, on intervient d'abord et avant tout après une première tentative de suicide. Alors, c'est une grande question, pourquoi pas avant ? Parce qu'avant, on n'est pas sûr qu'on soit très efficace, en fait. C'est ça notre problème. C'est un sujet, ça. Comment être efficace? Pourquoi on serait plus efficace avant? Et à quel moment? Donc, pour l'instant, on est sûr qu'on est efficace à partir du moment où il y a eu un premier passage. En fait, c'est ça. Est-ce que le suicide touche plus les hommes ou plus les femmes? Le suicide touche plus les hommes, 3 hommes pour une femme. C'est vrai dans toutes les cultures, partout dans le monde. Tous les âges.
Voilà, les hommes sont peut-être plus impulsifs, plus soumis à des problèmes de dépendance, peut-être moins compétents pour demander des soins, peut-être moins compétents socialement. Enfin, en tout cas, la réalité statistique est bien présente. Et oui, à tous les âges, effectivement, je confirme. Est-ce que le suicide existe aussi chez les enfants? Ah, ça, c'est... Question pour toi, David. Oui. Alors, oui, ça existe. Heureusement, ça concerne très très peu de cas, mais ça a un tel impact que c'est un sujet qui préoccupe les pédopsychiatres et les pédiatres. Donc le nombre de cas par an est assez faible, parce qu'il est inférieur à, si je ne me trompe pas, 600 pour les moins de 16 ans ou moins de 15 ans. Et vraiment, on a selon les âges, on a des nombres très très faibles, mais on sait, alors là, c'est que l'impact du coup sur les familles est absolument gigantesque. Donc il y a des choses qui sont faites et que là, tout récemment, on vient de se terminer les travaux de l'HAS qui vont permettre à chacun, enfin aux professionnels en particulier, de connaître les futures recommandations. Et on a veillé, parce que j'ai participé à ces travaux modestement, on était nombreux, on a veillé à ce que y ait des recommandations qui concernent aussi les enfants. Donc c'est pas une question qui est mise de côté, bien au contraire, enfin elle est inclue, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Ah, la question, oui, il y a des facteurs de risque pour le suicide. On sait depuis la fin du 19e, depuis les travaux de Durkheim, que le suicide est un phénomène social. Et depuis les années 1950, la littérature n'a eu de cesse que de mettre en évidence ces facteurs de risque. Ils existent. Ils permettent de pointer des groupes de personnes plus à risque. Mais ces facteurs de risque ne permettent pas de prévision individuelle. C'est-à-dire qu'on est dans l'incapacité actuellement de prédire qui va passer à l'acte ou qui ne va pas passer à l'acte. Et chaque fois qu'on essaye de monter des échelles qui rassemblent plusieurs facteurs de risque, qui les assemblent, on trouve régulièrement plus de morts dans le groupe qui ne nous inquiète pas à bas risque que dans celui qui nous inquiète. D'où l'extrême importance dans les stratégies de prévention de laisser personne sur le bord de la route et de déployer des outils de prévention qui s'adressent à une population dite à risque, faute de pouvoir désigner dans cette population, au fond, lequel d'entre nous va, au fond, passer à l'acte avec un degré de certitude suffisant. Donc on peut citer quelques risques, évidemment le fait d'être un homme par exemple, l'âge aussi, plus on est âgé et plus le risque augmente. On peut citer le fait d'être atteint de certaines maladies mentales, la dépression évidemment. La consommation de toxiques et d'alcool augmente le risque. On peut croiser ces risques, il y en a qui sont indépendants, d'autres pas. Et évidemment, il y a cette question d'avoir fait une tentative de suicide qui multiplie à peu près par 40 le risque dans l'année qui suit. Et là encore, faute de pouvoir identifier, malheureusement, trier ces 1% de personnes qui sont beaucoup plus à risque que les autres, et ben, l'idée c'est en l'état actuel des connaissances, de proposer des actions pour l'ensemble de ces personnes à risque, d'où le dispositif vigilance. On parle de stratégie globale. Voilà. Multimodal, multisectoriel, multidisciplinaire, parce que on sait bien qu'il faut qu'on essaie de toucher, toucher un grand nombre et en même temps essayer de repérer individuellement certains sujets. Mais bon, pour l'instant, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Ce qui est intéressant aussi, même si on aimerait aller vite. Alors, mon ami a fait une tentative de suicide. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, tu veux que je réponde à cette question? Comme tu veux. Parce que c'est une question qui arrive souvent, en tout cas au collège et au lycée. Ouais. C'est vrai que c'est un sujet important. Surtout ne pas le laisser seul.
hein. Surtout l'aider, l'encourager, l'inciter à en parler, hein, parce que ce serait le pire, c'est d'être silencieux et éventuellement de ne pas le trahir en respectant son silence. Donc il faut essayer de l'encourager à demander de l'aide. Et si, selon la situation, ne pas hésiter à demander de l'aide pour lui. Voilà. Donc, et pour ça, quand on est un adolescent, à l'école, il y a des profs, mais il y a aussi des infirmières scolaires, il y a des médecins scolaires, il y a des ressources, il y a la maison de l'adolescent, hein, il faut rappeler ça, qui reçoit tous les jours, du lundi au vendredi, sans rendez-vous. Donc il y a beaucoup de lieux où on peut être reçu rapidement, sans rendez-vous. Mais on peut... et puis il ne faut pas hésiter à appeler les parents, parce que selon le niveau de gravité, tant pis, hein, je vais prévenir ta mère ou ton père, enfin je ne peux pas te laisser comme ça, donc moi j'ai pas le droit de te laisser seul, donc je vais faire quelque chose pour toi. Voilà, ne pas laisser mon ami dans la solitude de son passage à l'acte et dans la détresse, hein, parce que la tentative de suicide, c'est avant tout un geste parce qu'on n'a pas de solution, parce qu'on ne sait pas comment s'en sortir, et donc effectivement, il faut l'entendre comme ça et dire je vais t'aider, je vais te prendre la main, et puis je vais essayer de faire ce que je peux avec ce que j'ai pour qu'en tout cas tu ne restes pas seul. Voilà. Je ne sais pas ce que tu veux rajouter, parce qu'il y a les amis adultes aussi. Hein. Oui, non, je pense que c'est tout à fait superposable, hein. Être là pour autrui, c'est déjà un premier pas très important. Ne pas avoir peur de parler de ce qui se passe, de ce qui habite son ami, reconnaître les symptômes, reconnaître les changements dont il peut être affecté, et bien entendu l'aider à sortir de cet isolement, l'accompagner vers des soins, rester disponible, c'est effectivement des choses importantes. Tiens, la question suivante, elle vient, elle complète. Hein, qu'est-ce qui pousse des personnes à tenter de mettre fin à leur vie ? Des choses très différentes, mais c'est certainement pas la volonté de mourir. C'est-à-dire que quand même, dans l'immense majorité des cas, ce qui est en jeu, c'est le caractère insupportable du vivre, hein. Ce sont des gens qui souffrent psychiquement, très généralement, et que dans cette volonté de mort, c'est avant tout une volonté de mettre fin à la souffrance. Donc reconnaître cette souffrance, l'identifier, en comprendre les mécanismes, éventuellement les causes, engager dans des soins, ce sont des choses tout à fait déterminantes. Et je mets de côté la question de l'euthanasie, enfin des questions qui se posent dans la société et qui sont loin d'être sans intérêt, mais dans ce que les psychiatres reçoivent, dans ce qu'on reçoit aux urgences, c'est la question de la souffrance psychique qui est le moteur de ce genre de comportement. Alors, comment reconnaître les signes avant-coureurs ? On en a un peu parlé, hein. En fait, c'est très difficile de reconnaître les signes avant-coureurs, hein. Chez les adolescents, les signes avant-coureurs, peut-être, pour les familles, pour les parents, si tant est qu'on puisse considérer qu'il y en ait, mais c'est les signes avant-coureurs d'une souffrance. Et quels sont les signes avant-coureurs d'une souffrance chez l'adolescent ? C'est le changement brutal, le changement un peu étrange que l'on va parfois maladroitement attribuer à la crise d'adolescence. Eh bien, ça peut être ça, mais en général, c'est plus marqué, plus radical. Effectivement, c'est éventuellement les quelques signes avant-coureurs que l'on peut remarquer. En fait, il n'y a pas pas tant que ça, et puis ils sont même pas prédictifs, hein. On a dit tout à l'heure que ça savait très mal prédire qui allait faire
une tentative de suicide ou un suicide. Enfin, voilà, on peut juste rappeler que chez l'adolescent, il faut faire attention quand ça change brutalement. Oui, non, c'est sûr que le changement de comportement, le ralentissement, l'isolement, le fait de devenir apathique parfois, ce sont des choses qui doivent éveiller notre sollicitude et notre inquiétude, le fait de ne pas dormir aussi, enfin des modifications comportementales comme ça. Et puis, effectivement, après, des idées, des émotions, quand on devient irritable sans arrêt, qu'on se met en colère pour un rien, enfin, qu'on est triste tout le temps, ce sont évidemment des signes d'alerte. J'ai envie de dire, le plus fort, c'est quand même de parler de mort ou de suicide, hein. Les idées suicidaires exprimées sont toujours à écouter avec une grande attention et doivent toujours nous inciter à y aller voir de près. Ouais. Et je dirais à consulter. Hein, puisqu'on sait que contrairement à l'idée reçue, hein, la plupart des gens malheureusement qui ont commis un suicide, c'est ce qu'on voit lors des autopsies psychologiques après ces disparitions, en ont parlé avant. Ils en ont parlé à leurs proches, ils en ont parlé aux professionnels de santé. Et donc ces propos suicidaires doivent toujours nous alerter. Pour compléter, il y a aussi un petit signe, mais qui malheureusement n'est pas du tout, qu'on ne peut pas forcément voir, mais qui est décrit de temps en temps, c'est quand au contraire un sujet va très mal et que brutalement il va bien. Ah oui. Hein, ça, c'est quelque chose que... Oui, quand sa décision est prise, sa résolution... C'est-à-dire qu'en fait, ça vient dire que... Alors là, on a très très peu de temps, si tant est qu'on soit capable de le repérer, ce qui n'est pas du tout... qui est rarement le cas. Enfin, quand on a la chance de... entre guillemets... Hein, quand la situation n'a pas changé, et que, voilà, pendant des mois ou des semaines, le sujet va mal, et puis tout d'un coup, il vous dit... on le retrouve du jour au lendemain, on se dit, tiens, il va super bien. On doit se dire, oh là, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui fait que tu vas bien ? Parce que bon, il ne faudrait pas que tu ailles bien parce que tu as pris une décision radicale et que tu te sens bien parce que tu penses que c'est comme ça qu'il faut que tu sortes de ton marasme. Hein. Donc ça, c'est très important aussi. Enfin, tu es d'accord avec moi ? Oui, je suis d'accord. Enfin, ce que me disaient des collègues éminents, c'est que on se suicide non pas parce qu'on est porteur de facteurs de risque, mais parce qu'on a décidé de le faire. Et donc, rentrer dans une intimité suffisante avec la personne pour voir où est-ce qu'il en est de cette réflexion-là est sans doute la chose la plus importante. Quoi. Alors, mon frère est déprimé en ce moment, j'ai peur qu'il passe à l'acte. Comment l'aider ? Il faut l'aider à poursuivre ses soins, je dirais, hein, en première fois. Enfin, encore une fois, être là. Hein, je veux dire, savoir écouter la souffrance psychique, c'est quelque chose qui émotionnellement est assez difficile. Hein, je veux dire, on se sent impuissant. Je veux dire, face à la souffrance psychique, c'est souvent difficile de trouver des mots, de trouver des mots qui consolent, qui rassurent. Ça fait peur. Ça peut générer chez nous des mouvements de rejet. Chez tout le monde, hein, chez les proches, chez les soignants, enfin il faut être très prudent avec ça. Donc déjà, pas avoir peur de ça, s'approcher, recevoir cette inquiétude, cette souffrance, et puis tout faire pour inciter aux soins, parce que les soins permettent de sortir de là, quoi. Enfin, la dépression, c'est une maladie qui souvent isole, qui nous met dans un sentiment d'impuissance. Donc c'est vraiment le moment où on a besoin d'un coup de main pour continuer. Je rajouterai un petit point, tu sais, c'est penser à retirer les moyens létaux disponibles. Hein, parce que ça, effectivement, si j'ai quelqu'un près de moi, un proche, dont je crains qu'il fasse une bêtise, je peux aussi l'aider en veillant à ce qu'il n'ait pas d'arme à feu chez lui, en veillant à ce qu'il n'ait pas trop de médicaments et seulement ceux dont il a besoin, quitte à lui dire écoute, je te garde ça, je te ramène dans une semaine
la suite, tu n'as pas besoin de tout garder, c'est pas indispensable, etc. Donc voilà des petits moyens autour des petites mesures comme ça de protection autour des moyens létaux. Il faut y penser et c'est aussi une façon de prévenir. C'est vrai. C'est vrai parce qu'on sait que les pensées suicidaires sont chez une même personne souvent assez stéréotypées et que quand on soustrait un moyen, on évite des morts. C'est-à-dire que quand on traite des hotspots, le pont de Martigues, en général, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de déplacement vers d'autres moyens. C'est-à-dire que, effectivement, on sauve des vies en faisant ça. Et pas croire que les professionnels y pensent beaucoup, mais tu as raison, les proches peuvent penser à... Il ne faut pas hésiter. Alors, c'est quoi une crise suicidaire ? C'est une espèce de tunnel dans lequel s'enfonce une personne qui est dans une situation particulière, un problème singulier, une maladie, va essayer de trouver des issues, des solutions à ce qu'il fait souffrir. Et progressivement, ces solutions ne fonctionnent pas. Il finit par plus pouvoir envisager grand-chose d'autre pour mettre fin à la souffrance qui, elle, ne cesse de croître, que de mettre fin à ses jours. Et donc on parle de crise suicidaire parce qu'on n'est pas forcément dans une situation de maladie psychiatrique, ça peut être une situation de contrainte environnementale particulière, ça peut être la rencontre d'une personne vulnérable avec une contrainte qui a du mal à supporter. C'est des moments qui peuvent déboucher sur un suicide. Mais l'histoire naturelle, c'est que ça se résout dans l'immense majorité des cas. Donc, c'est une crise en fait. C'est une crise, c'est-à-dire qu'une crise, ça a pour vocation de finir. Voilà. Donc le suicide n'est pas un signe de faiblesse, les idées suicidaires, d'incapacité à affronter l'adversité. Pas du tout. C'est un moment d'instabilité, c'est un moment de grande instabilité dont l'issue n'est pas du tout nécessairement un suicide. L'issue de la crise suicidaire, mais c'est le risque, évidemment. C'est le risque. Donc une crise suicidaire, on y veille, parfois on l'hospitalise. Il y a des patients qu'on hospitalise parce qu'ils sont en crise suicidaire. Mais c'est un petit peu comme on pourrait dire une crise cardiaque. On ne va pas forcément en mourir, mais on risque d'en mourir et on risque d'en sortir en piteux état. Mais c'est un peu, pour ça qu'on parle de crise en fait, parce que c'est un moment d'instabilité qui dure un temps relativement court et qui est un moment de risque. De risque que les choses tournent mal. Alors, est-ce que le harcèlement au collège ou au lycée peut mener au suicide ? Ah, ça c'est une question pour moi. Alors, tel que c'est formulé, on ne peut pas dire non. Il y a même une série 13 raisons qui a eu un énorme succès et qui parlait aussi de ça. Donc oui, bien sûr. Je crois que ce qu'il faut retenir et qui est le plus important, c'est qu'il faut surtout prévenir le harcèlement et qu'il est important que dans les établissements scolaires, on essaye de veiller à ce que des pratiques ou un harcèlement parfois qui apparaît pas comme tel, mais qui peut avoir des conséquences assez dramatiques, que ce type, il faut agir sur le harcèlement. C'est-à-dire qu'il y a des programmes d'ailleurs, il y a une association qui s'appelle l'Association Plus Fort à Marseille qui travaille là-dessus. L'Éducation nationale a un grand programme avec de plus en plus de sensibilisation des enseignants, des médecins scolaires, des infirmiers scolaires, des chefs d'établissement sur comment réagir, comment agir, comment prévenir le harcèlement scolaire. Donc effectivement, c'est un levier important pour diminuer le risque de tentative de suicide et in fine de suicide. Voilà. Donc c'est une question importante. Alors, quelle est la question suivante ?
Je vois je sais plus où j'en suis là. Alors, on passe au... Ah. Est-ce que le Covid, les confinements et les restrictions sociales ont un impact sur les tentatives de suicide, sur la santé mentale en général? Alors, sur les tentatives de suicide concernant l'adolescent, en tout cas en PACA, parce que moi je peux parler de ce qui se passe même à Marseille, pour l'instant, on ne peut pas répondre par l'affirmative. C'est trop tôt. Hein, on n'a pas, si on compare par rapport aux années précédentes, on n'arrive pas pour l'instant à pouvoir dire ouais c'est sûr. Donc ça c'est... après l'autre question, c'est la question de la santé mentale, je crois. Je ne sais plus où est la question, elle a disparu. C'est l'impact du Covid voilà, sur la santé mentale en général. général. Bon, ça, effectivement, on peut difficilement envisager autrement que d'être confiné, de se retrouver limité dans les échanges avec les amis. Alors pour les adolescents, ils trouvent des solutions, hein, ils s'arrangent, mais enfin quand même, certains souffrent. Je crois que surtout ce qui est important aussi, c'est que ce qu'on observe, c'est que les adolescents, ceux qui avaient déjà du mal à avoir une vie sociale riche et épanouie, ils ont tendance évidemment à se renfermer encore plus. Et donc finalement, eux, ils souffrent. Ça, c'est indiscutable. Et puis pour les autres, bien sûr que c'est compliqué, c'est pesant. Et puis ça crée un climat. C'est pesant d'être un adolescent ou d'un enfant et d'avoir ses parents toute la journée sur le dos, à la maison, qui eux-mêmes sont confinés. Enfin, c'est pas un état des plus confortables. Voilà. Mais ça vient pas dire qu'il y a plus de tentatives de suicide en période de confinement. En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas le dire. Alors, il semblerait que dans d'autres régions, ce ne soit pas tout à fait le cas. Oui. On est capable d'expliquer ça. Il faut qu'on travaille et qu'on étudie le pourquoi du comment. Mais les chiffres, ceux que l'on a, dont on dispose, ce sont ceux-là pour les ados. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un contraste en ce moment important entre l'inquiétude, celle des professionnels que nous sommes ou de la population, et ce qu'on observe. C'est-à-dire que pour le moment, on n'observe pas d'explosion des demandes, par exemple aux urgences psychiatriques ou dans les cabinets. On n'observe pas d'augmentation des tentatives de suicide pour le moment, que ce soit en PACA ou au niveau national. Les chiffres dont on dispose, je reste prudent. Oui, il faut prudent. Ne montrent pas ça. Bien sûr qu'on est inquiet, puisqu'on sait que ce qui va déterminer ces tentatives de suicide et cette souffrance, c'est tout ce qui peut menacer nos appartenances aux autres. Et Dieu sait si les identités professionnelles peuvent être menacées dans cette crise, les identités, je pense aux étudiants, pour lesquels faire groupe, faire collectif, s'identifier les étudiants en médecine connaissent ça, la valeur du groupe et des identifications. Tout ça est un peu mis à mal par l'épidémie. Et au-delà de la question économique, pauvreté, cette question de la famille, des familles qui peuvent exploser, des identités professionnelles qui sont menacées, nous préoccupe et on est vraiment très vigilants. Mais en tout cas, pour le moment, on n'observe rien de tel. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir des phénomènes de décalage. Et puis, on peut aussi espérer que peut-être il y aura des phénomènes de compensation, d'accompagnement, de solidarité. Enfin, je crois qu'il ne faut pas avoir dans l'idée que les cartes sont jouées et qu'on va forcément être dans la catastrophe. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse tous ensemble en sorte que ce ne soit pas la catastrophe. Bon, alors, tiens, ça c'est une question... J'imagine que c'est une question pour le pédopsychiatre. Ma fille est attirée par la mort. Est-ce que je dois m'inquiéter? Alors c'est un peu attirée par la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'effectivement, quand on est adolescent, on se questionne sur le sens de la vie. Et donc, en soi, être attiré c'est un terme
évidemment qui est un peu brutal parce que c'est une interprétation. Je pense au look. On en voit moins maintenant, hein, comment ça s'appelait Les là, gothiques avec des les têtes de gothiques, mort. ouais, on en voit moins. C'est moins, c'est moins courant comme quoi, tu vois. Et donc, non, il ne faut pas considérer que parce qu'un adolescent commence à poser des questions ou s'intéresse à ce sujet-là, que c'est un indicateur en soi qu'il prévoit de mettre fin à ses jours. Hein. Après, tout dépend de comment c'est posé et surtout qu'est-ce qui accompagne. Hein. Voilà, c'est ça le vrai sujet. Hein. Si c'est effectivement accompagné d'une rupture sur le plan des relations avec les amis, d'un isolement, d'un fléchissement marqué au niveau de la scolarité, d'un repli, oui, là, effectivement, il faut se préoccuper. Enfin, mais c'est ces autres indices qui sont préoccupants. C'est pas le fait d'être intéressé par la mort, si tant est qu'on puisse l'être au sens où, oui, on peut se questionner, et on se questionne souvent à l'adolescence, et tout à fait normalement, sur ce qu'il en est de la mort. Qu'est-ce qui se passerait si je disparais, hein, c'est une question que les adolescents parfois se posent dans l'intimité ou viennent nous déposer dans nos cabinets. Voilà, tiens, j'ai imaginé que je mourrais et qui viendrait à mon enterrement. De toute façon, je suis sûr qu'il n'y aurait personne. Enfin, ce sont des questions comme ça qui viennent, et puis après, non, mais il n'y aurait pas personne. Mais de toute façon, je ne veux pas qu'il y ait un tel ou celui-là, je n'ai pas question qu'il vienne à mon enterrement. Bon, ce sont des interrogations qui sont tout à fait normales. Et ce qui est important, c'est qu'est-ce qui entoure ces interrogations et comment est l'adolescent par ailleurs. Voilà. C'est ça qui importe. Mais bon, ça peut être aussi l'occasion de parler, parce que c'est un moment aussi d'échange. Et il ne faut pas avoir peur de parler aussi de ces choses-là. Hein. Ça, c'est une question importante, parce que ça, oui, ça me fait penser que dans les recours, on a beaucoup discuté pour rappeler, c'est une recommandation en soi, hein, donc elle n'est pas encore sortie, mais je peux le dire, parce qu'elle est vraiment elle est communément admise, et je suis sûr que tu seras d'accord, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'interroger, de parler du suicide avec un ado, un adulte, parce que ça n'engage pas, ça ne conduit pas quelqu'un à aller se suicider. Hein. Parce qu'on lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as envie de mourir. Ce n'est pas lui donner une mauvaise idée. Donc il ne faut pas avoir peur de poser des questions parfois assez directes, parce que si effectivement il n'est pas bien, il va pouvoir exprimer quelque chose de l'ordre de cette souffrance, et ça va l'apaiser, ça va lui faire du bien. Voilà. Donc c'est important, hein, de rappeler que parler du suicide, ça n'a jamais engagé parler du suicide individuellement. Hein. Après, attention, il faut pas, on ne peut pas en parler n'importe comment non plus, notamment dans les médias. Hein, mais en tout cas, voilà, parler avec dans un échange, une conversation avec quelqu'un pour qui on est inquiet, il faut parfois ne pas hésiter à lui demander si ça lui traverse l'esprit de penser à mourir et de vouloir mourir. Alors, comment prévenir le suicide chez l'adolescent? Ça, c'est une question... c'est une question extrêmement complexe. Comment prévenir le suicide? Il y a plein de façons. D'abord, il faut faciliter l'accès aux soins. Il faut... la prévention du suicide, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une prévention globale qui se fait à plusieurs niveaux. Donc, à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Dans les établissements scolaires, on essaie de mettre en place des actions plutôt de promotion de la santé, qui semble être plus de promotion du bien vivre en quelque sorte, du respect de l'autre, etc. Bon, et puis prévenir le suicide chez l'adolescent, il n'y a pas de mesures
plus particulière, si ce n'est que pour les médecins généralistes, il y a des petits outils qui ont été déployés, qui semblent montrer des effets très, très robustes sur un moyen d'entrer, de questionner un adolescent, en partant de questions autour justement du harcèlement, du sommeil, des consommations éventuellement de tabac ou de toxiques et de la réalité du stress, de la pression scolaire. Voilà, c'est 4 champs qu'on investigue rapidement et puis on peut comme ça essayer de se dire... voilà. Mais ça, c'est plutôt réservé aux médecins ou aux infirmiers scolaires. Enfin, il faut avoir une petite formation quand même. Donc on peut faire ça. Mais voilà, il n'y a pas la prévention du suicide de l'adolescent. Puis il y a des mesures très indirectes qui marchent aussi, hein, c'est-à-dire tout ce qui est aide à l'enfance, hein, c'est-à-dire repérage, des carences affectives, des maltraitances. Enfin, on sait bien que c'est des mesures très en amont mais dont les bénéfices se voient aussi à l'adolescence et même à l'âge adulte, à la fois en termes de suicide et de santé mentale. Alors, une question pour toi, celle-là. Hein. Comment peut-on différencier un état dépressif de la bipolarité ? D'accord. Bon, on sort un petit peu du champ de notre présence là, mais je comprends qu'on puisse se poser là cette question. C'est une question qui est parfois difficile, à tel point qu'il y a un réseau de centres experts en France qui vise aussi à favoriser le diagnostic des troubles bipolaires, qui est parfois un diagnostic difficile, hein, puisqu'on sait qu'entre les premiers symptômes et la maladie, il y a souvent plus d'une dizaine d'années qui se passent. Pour qu'il y ait un trouble bipolaire, il faut qu'il y ait eu au cours de la vie des moments d'exaltation de l'humeur qui sont un peu l'inverse de la dépression, qui sont des euphories un peu pathologiques, hein, où au fond notre humeur c'est ce qui nous lie à notre environnement, qui nous permettent d'être syntone, hein. Quand tu es triste, je compatis à ta tristesse, et puis dans une ambiance festive, je peux me réjouir. Et là, effectivement, être triste tout le temps ou euphorique tout le temps, ce sont des états qui ne sont pas habituels, ne sont pas normaux. Et donc, dans les troubles bipolaires, il faut, peu ou prou, hein, qu'on trouve des éléments d'exaltation de l'humeur qui sont parfois difficiles, hein, cliniquement à déceler, parce qu'il y a parfois des épisodes courts de 24-48 heures, hein, pour lesquels souvent l'entourage est plus informatif que la personne elle-même, qui prend moins conscience de ces phénomènes-là. Donc voilà, ce qui différencie, c'est l'exaltation de l'humeur, c'est des symptômes qu'on ne trouve pas dans la dépression, mais il y a après des manies dysphoriques, enfin des formes un peu complexes, qui fait que le diagnostic peut être difficile. Et c'est une question importante, parce qu'il y a des enjeux thérapeutiques qui sont très différents. Alors, quand est-ce que les risques psychosociaux seront abordés en milieu hospitalier ? D'accord, c'est une question importante aussi, hein. C'est vrai qu'on parle aussi du suicide, parce qu'on sait que les risques psychosociaux sur la santé mentale et le suicide sont des choses importantes. Je crois qu'il y a une volonté institutionnelle de le faire, en tout cas. Il y a eu des événements médiatiques suffisamment alertants, hein, pour que... On sait bien que les médecins et que le personnel hospitalier n'est pas particulièrement protégé, hein, de cette question du suicide. Environ 3 fois plus, hein, le risque est 3 fois plus important chez les médecins qu'en population générale, donc c'est pas du tout une population épargnée. Je crois qu'il y a une prise de conscience institutionnelle, il y a des pôles qualité qui sont censés travailler sur cette question de la qualité de vie au travail, il y a des médecins du travail qui sont aussi là pour alerter. À la PHM, il y a une cellule d'entraide médicale qui veut aussi, en améliorant la qualité de vie au travail et en évitant les situations d'isolement et la détresse individuelle, s'intéresse à ces questions-là. Il y avait une cellule d'ergologie à la PHM, donc je crois que ces questions sont très importantes. Elles doivent... Alors je crois que c'est déjà le cas, si la réponse c'est quand. Mais si je comprends bien la question, c'est quand, c'est peut-être pas suffisant, quoi, hein, c'est peut-être pas suffisant, et probablement c'est pas suffisant. Hein, probablement il faut, bien entendu, remettre ces questions-là sans arrêt sur le métier. Alors, et pour ceux qui ont vécu le suicide d'un proche et vont mal, existe-t-il un soutien psychologique ?
C'est un peu une colle pour moi, parce que sur les endeuillés, je ne connais pas de dispositif spécifique. La réponse que je ferais, c'est que si on va mal, il faut aller consulter quand même. Hein, je veux dire, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Il vaut mieux pécher par excès en la matière et aller consulter son médecin généraliste qui pourra adresser, en fonction de l'âge, il y a des dispositifs, il y a des psychologues. En tout cas, ça vaut le coup d'en parler. Quoi. Ah, ça vaut le coup d'en parler. Moi, je compléterai en disant quand même qu'il faut rappeler que le deuil en soi, c'est pas une maladie, c'est quand même important, mais qu'effectivement le deuil consécutif au suicide d'un proche, ça peut être un moment extrêmement éprouvant qui peut justifier de consulter. Il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas besoin d'une consultation spécialisée dédiée. Hein. On peut d'abord s'adresser à son médecin traitant, et puis on peut aussi demander à aller voir ou voir un psychologue ou un psychiatre. Mais effectivement, tu as raison, il faut inciter à surtout pas rester dans une douleur isolée, essayer de demander de l'aide. Mais bon, voilà, il n'y a pas... Il peut y avoir des associations aussi de soutien aux endeuillés du suicide d'un proche, notamment aux parents. Mais bon, voilà, il n'y a pas. Sinon, la première personne à aller voir, c'est son médecin traitant ou un psychiatre, si on en connaît un. Voilà. Tiens, les questions ont disparu. Alors, comment encourager une personne qui a des idées suicidaires à consulter un spécialiste lorsque celle-ci refuse une aide médicale? Mais déjà, peut-être qu'on peut dire qu'il n'y a pas besoin forcément d'aller consulter un spécialiste. Tu es d'accord avec ça? Le médecin généraliste est un interlocuteur important. C'est important. Donc, l'encourager à demander une aide médicale auprès du médecin généraliste. Et si vraiment c'est inimaginable, peut-être qu'aller consulter un psychologue. Aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent, que ce soit pour les adultes ou les adolescents, d'accès aux consultations de psychologues. Donc je les rappelle très brièvement, il y a un dispositif pour les adolescents qui est financé par le Conseil régional pour les adolescents de 16 à 25 ans. Qui permet ça rentre dans le cadre du Pass Santé, donc il faut aller sur le site du Conseil régional. Et si vous êtes, si vous avez un lycéen, un collégien et un élève étudiant à l'université, donc c'est une première, c'est une possibilité d'accès à des consultations psycho qui sont prises en charge à 100%. Et pour les plus de 18 ans, avec l'avis du médecin généraliste, parce qu'il ne faut pas que la dépression soit trop sévère, on peut accéder à une consultation psycho une dizaine de séances. Qui va être une consultation prise en charge par l'assurance maladie cette fois-ci. Voilà. Donc il y a plusieurs... voilà, il n'y a pas que l'aide médicale qui est une réponse. Il faut l'avoir en tête. Même si c'en est une aussi. Voilà. Alors, y a-t-il des recrudescences de tentatives de TA de TS? Ah oui, pardon. D'accord. Des recrudescences de TS en ce moment ou pas? Et sur quel public? On a répondu déjà. Oui, je pense. On ne peut pas le voir. On ne voit pas de recrudescence pour le moment. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a une recrudescence. Voilà, pour le moment. Et en PACA. Parce qu'il semblerait que, enfin en tout cas dans la région de Marseille, c'est là où on a un peu plus de... Toi et moi, on a un peu plus de visibilité. Mais on ne peut pas le dire. Alors, comment pensez-vous que l'accompagnement en résidence accueil devait être... En résidence accueil devrait être pris en charge par quel encadrement professionnel pour des personnes souffrant de schizophrénie, addiction? Là, on s'éloigne terriblement du sujet. Oui, je pense que... Alors, tu sais ce que c'est, toi, les résidences accueil? Je vois pas très bien, mais... Non, là, je pense qu'on est... On est un peu loin, non? On est hors sujet, je suis désolé. Mais
Alors, on continue. Alors, la dernière question. Quel type d'activité proposée pour des personnes en souffrance psychologique? La marche. D'accord. Oui, l'activité physique, en général. On sait quand même que dans la dépression, l'anxiété, c'est bon. Enfin, je veux dire, il y a des vertus anxiolytiques, antidépressives, et phylogénétiquement, on n'est pas fait pour rester assis et avoir un frigidaire plein. Enfin, je veux dire, c'est probablement des dispositifs très récents de notre vie contemporaine. Et on sait que la marche a des vertus anxiolytiques à tel point qu'il y a des pays comme la Suisse où c'est prescrit par les médecins, où le sport peut être remboursé sur ordonnance. Et effectivement, il faut rappeler que ça peut avoir son importance. D'un autre côté, on sait bien que quand la dépression est sévère, plus rien n'est possible. Oui. Et que l'invigoration, de dire aux gens, bouge-toi, fais ceci, fais cela, et de penser au fond que se mettre en action va régler la question de la dépression est une idée qui est fausse, hein, qui fait que aggraver la souffrance psychique et les difficultés relationnelles entre les aidants. Donc, j'ai envie de dire... toute activité récréative qui permet d'échapper à sa souffrance psychique est bonne. Alors on voit bien ces personnes qui de temps en temps n'ont plus la spontanéité ni l'initiative de faire, mais quand elles font, elles vont mieux. À ce moment-là, j'ai envie de dire, faut les encourager, il faut les aider, mais il ne faut pas non plus penser qu'en soi, l'activité va tout régler. Bon, oui, je te rejoins là, hein, vraiment, je n'ai rien de plus à rajouter. Merci beaucoup, Dr Henry et Dr Sofer, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Nous espérons avoir sensibilisé nos abonnés à cette nécessité de rester en contact avec nos proches pour éviter le pire. Vous trouverez les liens utiles en commentaire. Chers abonnés, n'hésitez pas à partager cette émission sur vos réseaux sociaux, ça peut sauver des vies. L'émission sera disponible très prochainement sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de la PHM. Nous comptons sur vous. Au revoir, merci encore de votre soutien et à bientôt. Merci. Merci.